peux c'est un rebondir principe là-dessus, constant. Ouais. Maître Divisio. Je pense qu'effectivement, hein, chez la phronésis, chez Aristote, c'est l'intelligence contextuelle, quoi. C'est la sagesse contextuelle, c'est la prudence. La prudence, c'est quoi? C'est pas la peur. Quand vous avez peur de sauter dans l'eau parce qu'elle est peut-être trop chaude, mais vous avez peur. Non, vous allez tremper un petit doigt de pied. La Vous allez prudence voir. est une vertu. Ouais, voilà. Et là, vous allez tremper le doigt de pied, vous allez dire non, là c'est trop chaud, je vais attendre un peu. Et là, c'est plus de la peur, c'est l'intelligence du courage. Absolument. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont restés au stade de la peur. Absolument. J'ai parlé déjà de nombreuses fois des différentes dimensions qu'il pouvait y avoir dans cette. De faire des choses qui marchent pas, comme vous dites. Et j'ai parlé de Hannah Arendt et de Eichmann à Jérusalem. Hein. Je peux le raconter en une seconde, mais c'est ingénieur en charge de la logistique des trains pour aller dans les camps de la mort et qui part en Argentine ou en Amérique du Sud se réfugie après la guerre et qui est rapté par Tsahal dans les années, fin des années 60, je crois, pour un procès retentissant devant le public avec les caméras et la presse pour démontrer que le nazisme, c'est le mal. Et au fur et à mesure des auditions, des entretiens, il se fait jour que, en fait, Eichmann, c'est juste un pauvre type, quoi. C'est un vague connard. Lui, il dit, moi, j'étais en charge de la logistique des trains. Je voulais juste que les trains arrivent à l'heure, sans jamais regarder où vont les trains. Et aujourd'hui, vous avez de très nombreuses personnes qui veulent juste que les trains arrivent à l'heure. Et Hannah Arendt, elle a cette phrase qui a une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale, qui dit l'extraordinaire banalité du mal. Alors ça nous fait peur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'extraordinaires banalités du mal. On pourra revenir sur l'histoire de la vaccination, etc., chez les personnes âgées dans les EHPAD ou d'autres choses, mais vous avez une extraordinaire banalité du mal et des gens qui ne veulent plus voir où vont les trains. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a une deuxième dimension, mais il y a aussi une extraordinaire banalité du bien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a toujours une banalité du bien. Ouais. Le problème, c'est que le bien ne fait pas de bruit. Ouais. Et il faut pas arrêter de faire le bien, quoi. C'est ça que je veux dire. Et là, il y a besoin d'une sorte de re-empowerment, un empuissantement, je sais pas le mot français, je suis désolé des acronymes anglais, mais il y a besoin que les gens réagissent, en fait. Tiennent l'état de droit dont on parlait tout à l'heure. Et il y a besoin, je crois, d'un sens, vous savez, ce qui me frappe, la phrase qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est un jour, messe de 18h30 à la cathédrale de Tours, je rentre, j'étais en retard comme d'habitude, et je rentre, j'arrive un peu tard quand même, parce que j'arrive au moment de l'homélie, et j'entends un truc qui m'a fasciné, qui a fasciné toutes mes études, c'est de dire Dieu n'est pas celui qui apporte des réponses, mais qui pose question. Et j'ai trouvé ça fascinant de se dire, et au fond, si c'était ça l'enjeu, et si l'enjeu de nos vies, c'était d'accepter l'idée qu'on ait des questions sans réponse, et qu'on n'aille pas tout de suite se précipiter sur une méthode, mais qu'on laisse émerger le questionnement. Et c'est assez intéressant ce qui se passe. Vous parliez du vaccin. Je questionne depuis 3 semaines, là. Et je me fais engueuler à chaque fois que je pose la question. Je dis, mais est-ce qu'on a un plan B? Il dit, comment ça, un plan B? Je dis, ok, le vaccin, c'est bien. J'ai compris. Mais si ça marche pas, on fait quoi? Il dit, non, mais pourquoi? Pourquoi ça marcherait pas? Parce que des fois, ça marche pas. C'est tout con, quoi. Je dis, mais non, mais ça marchera. Non, mais tu peux pas me dire que ça marchera. Tu peux espérer que ça marchera. Mais les études du laboratoire, si tu veux, j'ai compris. Mais imaginons cette hypothèse qu'il y a un variant qui arrive résistant au vaccin, même si les données du laboratoire, on le sait, sont magnifiques. Ok. On sait, d'accord, ça marche, c'est sûr, t'as compris. Non mais, moi je me bats pas, ça marche. T'as dit que ça marchait, ça marche. Mais imaginons que t'arrives avec une souche sur laquelle on n'a pas prévu, parce que c'était imprévisible. On fait quoi? Et là, il y a un truc extraordinaire qui répond. Mais moi, je viens du milieu politique, donc je les connais bien. Et les parlementaires vous disent, on verra à ce moment-là. Je dis, ouais, en fait, en gros, vous avez aucune idée de ce que vous allez faire, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous posez même pas la question du fait que ça puisse ne pas marcher. Non. La vérité, c'est qu'il ne se pose pas la question. Et il va se passer un truc, c'est que de toute façon, ils continueront la vaccination, même si ça marche pas, parce qu'il faut que ça marche. Commence déjà la vaccination, en fait, sans argument probant. La même conditionnelle de l'Agence européenne du médicament est basée sur les seules données de Pfizer. Ces données de Pfizer, vous l'avez dit, chez les plus de 75 ans, l'efficacité, en fait, elle passe le zéro. Donc, en termes d'intervalle de confiance. Vous vous souvenez peut-être, en 2015, je crois, d'un article de la revue Prescrire sur la même conditionnelle.
Ah ouais, ouais. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. C'est quelque chose d'assez grandiose, hein, basé sur une efficacité de plus de 50%. Bah, vous avez Peter Doshi qui vous dit non, c'est peut-être entre 19 et 29%. Ouais. Cette efficacité marquée à 90%, elle est que chez les gens sains qui n'ont pas de facteur de risque. Et, donc, sinon, ils n'auraient jamais eu 90%, bien sûr, s'ils avaient fait sur tout venant. Vous avez... et en fait, chaque fois qu'on questionne ça, le discours revient à l'idée de la vaccination altruiste. Mais avec une vision complètement simpliste de la vaccination altruiste, qui est une sorte de retour du péché culpabilisateur. C'est-à-dire c'est la botte de Nevers des vaccinolâtres, qui d'un coup vous disent mais non, mais c'est pour les autres. Quand vous faites les calculs, ça peut pas être pour les autres déjà en termes de couverture, d'efficacité, c'est juste pas possible quoi d'arriver à ces 80% d'immunité artificielle. Et puis il n'y a jamais de balance éthique utilitariste. C'est-à-dire vous êtes face à des utilitaristes qui en fait n'acceptent pas d'aller jusqu'au bout. De dire, mais attendez. Il y a peut-être. Non, mais... Et puis il y a un truc marrant là pour le passeport vaccinal qui m'amuse beaucoup. Si je comprends bien, on va avoir une interdiction d'entrer dans les restaurants, c'est ce qui était, par exemple, parce qu'on est contaminant. Mais on contamine qui? Les gens vaccinés? Puisque soit les gens ne sont pas vaccinés et à la limite on s'en fout de les contaminer parce qu'ils ont choisi de se faire contaminer, soit les gens sont vaccinés et alors où est le problème? Oui, mais toute une partie de notre travail en vrai est de reposer une rhétorique qui est correcte. Et c'est difficile en fait parce qu'on est face à quelque chose que nous on connaît bien en anesthésie, qui est des concaténations hypnotiques en fait, c'est-à-dire l'utilisation de quelque chose qui n'a pas à voir avec la raison, qui est un conditionnement en fait de pensée où des concepts sont mis ensemble qui n'ont pas de lien a priori et qui n'ont pas de lien rationnel. Donc ça c'est difficile, et il y a un moment où on a parlé du sacré, on a parlé du cœur, on a parlé de la beauté. Je crois qu'il y a aussi un moment où il faut passer par le cœur, passer par la stupéfaction, passer par l'émotion, parce que le raisonnement rationnel a ses failles. Et je crois qu'il y a des gens qui de toute manière n'y arriveront pas.